Pendant que l'Europe vieillit, les millionnaires investissent en Afrique. Et voici comment en profiter. Personne ne te parle de ça et pourtant, c'est probablement le plus grand transfert de richesse que tu vas voir de ton vivant. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes, c'est ce que les millionnaires appliquent en silence pendant que tout le monde regarde ailleurs. Ayant personnellement investi en Afrique et construit un patrimoine immobilier entre le Canada, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, je peux te parler de ce sujet avec une perspective que peu de gens ont. Et je vais te montrer exactement comment les investisseurs à succès font et comment toi aussi, tu peux appliquer la même stratégie. D'abord, laisse-moi te donner un chiffre. D'ici 2050, un humain sur 4 sera africain. Plus d'un tiers de la jeunesse mondiale vivra en Afrique. 85% de la croissance de la main-d'œuvre mondiale, elle vient d'Afrique. Et pendant ce temps, l'Europe vieillit. Savais-tu que l'âge médian en Europe aujourd'hui est de 44 ans, pendant que l'âge médian en Afrique est de 19 ans. 25 ans d'écart. Et ce n'est pas qu'un chiffre dans un rapport, c'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux. On parle ici d'une jeunesse qui consomme, on parle de business qui explose, d'une classe moyenne qui émerge et qui veut exactement ce que tu as déjà. Un toit, un patrimoine, un avenir. Et là où cette demande explose, tu t'en doutes, l'immobilier suit toujours. Toujours. La plupart des gens regardent l'Afrique et voient du risque. Les investisseurs à succès regardent l'Afrique et voient une opportunité. Et la différence entre ces deux groupes, ce n'est pas l'argent, c'est l'information. Bolloré, Castel, Dangote, ces noms tu les connais. Ils n'ont pas pris des risques inconsidérés. Ils ont suivi les routes que les États avaient tracées. Les infrastructures, les ports, les concessions gouvernementales. Ils sont arrivés dans le sillage des politiques publiques et ils ont construit des empires privés. Ce que je fais, c'est la même logique à mon échelle, avec ma méthode. Et cette méthode, je vais te l'expliquer. Si je devais recommencer à zéro, je ferais exactement la même chose. Mais il y a cependant une chose que je ferais différemment. J'aurais commencé plus tôt. Parce que ce que j'ai compris en étant confronté à plusieurs cultures, aussi bien au niveau académique qu'au niveau professionnel, et c'est d'ailleurs une leçon que l'école ne t'enseignera jamais. Je m'appelle Uriel Bigot, je suis né au Bénin. J'ai grandi entre le Bénin et la Belgique. J'ai immigré en France en 2003 pour faire mes études en technologie de l'information et en télécommunications. Et en 2008, j'ai commencé à travailler comme consultant en informatique et en stratégie d'entreprise à la Défense à Paris. En 2012, j'ai pris la plus grande décision de ma vie, immigrer au Canada. Ce parcours m'a appris une chose, mais une chose que très peu de gens ont. Voir ce que les autres ne voient pas, afin de faire ce que les autres ne font pas, afin d'obtenir ce que les autres n'auront pas. Tu vois, en novembre 2012, quand j'arrive à Montréal, à l'aéroport Trudeau, la seule personne que je connaissais dans le pays, c'était mon oncle, et il est venu me chercher. C'est la seule personne que j'avais dans ce pays. Et quand je suis sorti de l'aéroport, le froid m'a frappé comme une gifle. Les routes étaient sales, il faisait noir, et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-bas? Ce soir-là, ma conjointe et moi, on est arrivés dans l'appartement qu'on avait loué à distance. Bien sûr, il n'y avait rien dans le frigo. Et on est descendu au supermarché en bas pour aller faire des courses. Et là, je regarde le prix. Une petite bouteille d'épinards qui aurait coûté 5 € à Carrefour était à 25 $ ici. Et là, quelque chose s'est passé en moi. Pas une panique, mais une prise de décision. Je me suis tourné vers ma conjointe et je lui ai dit, on est jeunes, on va y arriver. On s'est fait un vœu ce soir-là de rester ensemble et de traverser les difficultés, de faire les sacrifices nécessaires. Ma femme est retournée à l'école, moi j'ai trouvé un emploi, j'y ai mis les heures, j'ai gravi les échelons. Le week-end, pendant que tout le monde partait en vacances, ma femme et moi on restait à la maison. On épargnait, on planifiait. Notre seule sortie, c'était au cinéma les mardis, Scotia, au centre-ville de Montréal, parce que c'était moins cher. Et tu vois, ces luttes, elles nous ont construits. Elles nous ont forcés à prendre des décisions difficiles pour une période temporaire afin de sécuriser une stabilité sur le long terme. Et c'est exactement ça, la fondation sur laquelle j'ai construit tout le reste. La plupart des gens pensent qu'il faut être riche pour investir en immobilier. Ce n'est pas ce que j'ai vécu. Mais il y a cependant deux conditions seulement. Et si tu les as, tout devient possible. Premièrement, un salaire stable. Deuxièmement, une capacité à épargner. That's it, c'est tout. En 2016, j'achète mon premier immeuble de rapport, de logement à Montréal. Et crois-moi, j'avais peur. Pas beaucoup de fonds, zéro expérience. Mais s'il y a une chose que je faisais beaucoup, c'était je lisais beaucoup. Des livres. Je dévorais les livres. Et un message revenait encore et encore. Construis ton réseau. Ne joue pas tout seul. Trouve-toi un mentor. Alors, j'ai décidé d'aller à un événement de réseautage pour rencontrer des gens. Et là, ce jour, j'ai rencontré un certain Antoine qui m'a dit au détour d'une conversation qu'il avait 300 unités, 300 lots, des appartements extrêmement bien situés. Là, je me suis arrêté, je me suis dit, mais ce gars, il n'est pas plus intelligent que moi, mais il a 300 unités et moi, j'arrive même pas à en avoir une seule. Il sait sans doute quelque chose que je ne sais pas. Et avec beaucoup d'humilité, je lui ai posé une question. Antoine, s'il y a une seule chose qui t'a amené à ces 300 unités, qu'est-ce que c'est? S'il y avait une chose qui était déterminante. Il m'a dit, Uriel, tu vois, l'argent, c'est important, mais ça n'a pas forcément besoin d'être le tien. C'est ce qu'on appelle le OPM, Other People Money, l'argent des autres en anglais.
J'ai appliqué ces stratégies et dans la foulée, j'ai acheté mon premier immeuble de rapport à 500 000 qui, 6 ans plus tard, valait 1 million. Et là, je me suis dit, j'ai craqué le code. 2 logements. Après, j'ai acheté un bâtiment de 3. Après, un bâtiment de 4. Après, un bâtiment de 9. Chaque immeuble finançait le suivant. Dans les 2 années qui ont suivi, j'ai acquis pour plus de 14 millions d'immobilier. On parle ici de petits bâtiments ou des multilogements ou des bâtiments locatifs. Et on parle ici de quelqu'un qui n'était même pas capable d'en acheter un seul, qui venait de comprendre le code et qui allait acheter encore et encore. Aujourd'hui, je développe plusieurs centaines d'unités entre le Canada, la France et l'Afrique de l'Ouest, dont un projet phare de 315 logements dans la ville de Lévis, à côté de Québec, avec un budget total de plus de 112 millions. Le terrain est payé, le permis est obtenu et le financement institutionnel est en cours. Je ne te dis pas ça pour t'impressionner, je te dis ça pour te montrer ce qui est possible quand tu as un salaire stable et une capacité à épargner et bien sûr la discipline de s'y tenir. Et c'est exactement ces stratégies que j'ai appliquées pour investir en Afrique. Voici l'erreur que font la plupart des gens de la diaspora et qui leur coûte des années de retard. Rentrer, investir chez eux immédiatement. Je comprends, j'ai eu ce même élan, cette même nostalgie, mais c'est une erreur stratégique. Ma philosophie, tu vois, elle est simple. D'abord, tu construis de la richesse là où les marchés sont prévisibles, Canada, Europe. Des endroits où les locataires payent pour toi, où les règles du jeu sont claires. On appelle ça construire de l'équité. L'équité, c'est la différence entre ce que vaut ton bien et ce que tu dois dessus. Si ton appartement vaut 300 000 et que tu dois 200 000, tu as 100 000 d'équité. Ensuite, tu extrais cette valeur et tu la déploies là où la croissance est explosive. De la stabilité d'un côté du monde et de la croissance explosive de l'autre. C'est ça, jouer sur 2 tableaux en même temps. Construire ici, déployer là-bas. Et cette approche, elle ne s'applique pas que à la diaspora. Si tu es en France ou en Europe, si tu as un bien ici, si tu as de l'argent ou de l'équité, tu peux faire exactement la même chose. J'ai malheureusement appris ça trop tard. Et pendant longtemps, j'ai regardé l'Afrique comme tout le monde la regarde, à travers le prisme de ce qu'on nous montre, des images de misère, des appels aux dons, ce que j'appelle la pornographie de la pauvreté. Ce n'est pas l'Afrique que j'ai connue et ce n'est pas l'Afrique que j'ai vue quand j'y suis retourné. J'étais en Côte d'Ivoire en 2023, mais la nuit, c'est là où j'ai compris ce qui se passait vraiment. Tout a changé. 2023, Abidjan, ce soir-là, on a fait 3 clubs différents, plein à craquer, des locaux, des expats, des internationaux, de toute origine. Et je regardais ce qu'on appelle le bottle service, où est-ce qu'on te vend des bouteilles en boîte de nuit, 200 000, 300 000, 400 000 en CFA, qui partaient sans aucune hésitation et je me suis posé la question, mais ces gens, ils ont de l'argent, ils brûlent du cash, littéralement. Et c'est là que tout s'est connecté. Tu vois, l'industrie du divertissement ne peut prospérer que si la classe moyenne a de l'argent à dépenser. Ces classes moyennes, quand elles ne dépensent pas en entertainment, elles veulent investir. Mais il n'y a pas de SP500 en Côte d'Ivoire. Alors, quand les gens veulent investir, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de la terre, des appartements. C'est leur bourse à eux. La demande, elle est là. L'argent, il est là. L'opérateur, je l'ai trouvé. Il ne manque que le capital à déployer. Et j'ai accès au capital à travers l'équité que j'ai justement construite au Canada. Tu vois, tous ces éléments étaient alignés et ils ne seront peut-être plus jamais alignés comme ça. Alors, je n'ai pas attendu. Je n'investis jamais dans un projet. J'investis toujours dans un opérateur. Et la différence entre un investissement qui performe et un investissement qui s'effondre, elle tient souvent à une seule personne. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne cherche pas un projet. Je cherche quelqu'un qui a déjà prouvé. Pas sur le papier, mais dans la réalité. Quelqu'un dont les banques diront, par exemple, ce monsieur, il allait au-delà de ce qu'il avait promis. Ces mots, ils ne se fabriquent pas. Ils se méritent. En 2024, je visite le chantier. La façon dont mon partenaire décrivait chaque élément technique, les permis, le budget, les équipes, la vision. Je suis un ingénieur de formation, donc je sais spotter assez rapidement quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet et lui, il maîtrisait son sujet. On monte sur le toit, on regarde le quartier et il me montre les terrains autour, comment reproduire le même modèle, comment créer un brand, comment répéter l'opération et c'est exactement comme ça que je pense. J'ai pris des parts minoritaires dans le projet qui était en cours et je ne me demande jamais, parce que je ne demande jamais à quelqu'un de mettre de l'argent dans un projet où je n'ai pas mis moi-même d'abord de l'argent. C'est ma règle sans aucune exception. Et tu vois, en 2026, quand je suis revenu, j'ai dormi dans le bâtiment qui était terminé. Toutes les unités avaient été vendues. Il y avait des commerces, il y avait des gyms qui étaient pleins et c'était une très belle exécution, flawless. Et donc l'idée maintenant, c'est de construire le bâtiment d'à côté, dans le même marché, avec le même opérateur, avec la même vision, en mieux. Et voici le signe qui ne trompe jamais. Des gens qui ont acheté dans le premier bâtiment réservent déjà des unités dans le deuxième bâtiment, avant même qu'on ait commencé à construire. Tu vois, cette fenêtre ne sera pas ouverte éternellement. Dans 10 ans, tu regarderas en arrière, la question ce sera, est-ce que tu seras celui qui a agi ou tu seras de ceux qui ont regardé? Tu vois, j'ai condensé tout ça, tout ce que j'ai appris en 10 ans, dans un guide gratuit qui s'appelle les 7 erreurs capitales à absolument éviter quand on veut investir à distance en Afrique. Ce guide, il est gratuit, mais il pourra t'éviter des années d'erreurs et des centaines de milliers d'euros perdus. Envoie-moi le mot Afrique le revenu en message privé ou sur Instagram. Recherche Uriel Bigot et tu le recevras dans la minute. Voici les vraies raisons
raison pour laquelle la plupart des gens regardent encore l'Afrique de loin, sans jamais passer à l'action. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de se faire avoir, la peur de ne pas savoir par où commencer. Et cette peur, elle est légitime, mais elle n'est pas une fatalité. Mets-toi à la place des pionniers qui ont découvert l'Amérique, de ceux qui ont conquéri l'Asie. Ils allaient sur des territoires inconnus, mais ils avaient une conviction. Ne pas y aller, c'était manquer une opportunité. Alors que y aller, c'était prendre un risque, mais aussi toucher un rendement. Parce que tu vois, ultimement, le rendement est un byproduct du risque. Ce que tu vois aujourd'hui comme un risque n'est rien d'autre qu'une opportunité qui est déguisée. J'ai grandi au Bénin, étant tout petit. La France m'a construit académiquement et aussi professionnellement. Et le Canada a fait de moi un investisseur. Et ce que j'ai compris en vivant sur ces 3 continents, c'est que les plus grandes fortunes se construisent là où personne ne regarde encore. L'Afrique est le berceau de l'humanité et il est temps d'y retourner. Je m'appelle Uriel Bigot, je construis des projets immobiliers au Canada et en Côte d'Ivoire et j'aide les investisseurs sérieux en France, au Canada, en Europe, dans la diaspora à faire travailler leur capital intelligemment sur les 2 continents. Sur Instagram, recherche Uriel Bigot